Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre en Camargue et plus précisément à Aigues-Mortes pour rencontrer Luc Verne, saunier depuis plus de 40 ans. Les sauniers sont ceux qui travaillent à cultiver le sel. On les appelle aussi les agriculteurs de la mer. Depuis le XVe siècle, le sel est source de richesse pour la Camargue. Historiquement, cette région était un territoire très hostile. Enclavée entre le delta du Rhône et la mer, elle était une fois victime d'inondations venant du Rhône et une autre fois elle subissait les montées des eaux de la mer. Pour rendre ces terres exploitables, et notamment pour produire le sel, l'homme l'a façonné à sa manière, en creusant des canaux pour maîtriser l'eau qui rentre et qui sort des terres. Luc nous le raconte très bien, le saunier joue avec les éléments, l'eau, le soleil et le vent. Luc est passionné par son métier et il aime à le partager. Il nous a fait visiter le Salin avec son pick-up pour nous faire découvrir des paysages de cartes postales, des étendues d'eau rose avec les remparts de la cité d'Aigues-Mortes en arrière-plan. C'est avec un œil rieur, et jamais sans une petite blague, que Luc nous partage son savoir sur le sel, ce produit devenu banal, pourtant si indispensable sur nos tables et dont on ne sait finalement pas grand-chose. Je vous laisse en sa compagnie. Bonne écoute! Bonjour Luc. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi, près de Aigues-Mortes. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement? Donc je me présente, Luc Verne, saunier. Saunier, c'est celui qui aide la nature à faire le sel. Et on est à Aigues-Mortes, sur le site d'Aigues-Mortes. D'ailleurs, on voit les remparts. Ouais, c'est magnifique, l'eau est rose, comme on a l'habitude de la voir sur des cartes postales. C'est pas mal, c'est pas mal, ça va. Il y a pire, comme horizon, il y a pire. Et alors je crois que tu es saunier, donc quelqu'un qui cultive le sel depuis près de 40 ans maintenant, Oui. Et jeune retraité. Oui, j'ai fait une belle carrière de cette entreprise salinière qui s'appelle les Salines du Midi, c'est le groupe Salin, sur le site d'Aigues-Mortes. J'ai eu la chance de travailler pendant 42 ans ici. Et alors quel a été le déclic pour toi de devenir saunier? Alors le déclic, je ne sais pas s'il y a eu un déclic, mais bon, quand tu es né au village, que tu as toujours eu ce lieu, que tu allais en vélo à la mer, et bon, mais c'est presque naturellement que tu étais un piètre écolier à l'école, c'est presque naturellement qu'on te propose de bosser ici, tu t'es renseigné comment ça fonctionnait et tout, et tu viens travailler ici, et c'est que du bonheur, quoi. Je crois aussi que tu avais ta famille qui travaillait là un petit peu? Oui, j'ai eu ma grand-mère, donc ma grand-mère et ma grand-tante qui ont travaillé ici, donc j'ai toujours vu à la maison, chez elle, des boîtes de sel baleine, qui est la marque emblématique du lieu. Et donc ça aide, quoi. Et puis quand ta grand-mère te parle de l'entreprise, qu'est-ce que tu fais? Et comme je disais toujours que je ne suis pas passionné par l'école, donc tu viens travailler ici et j'y suis resté. Et alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce groupe Salin, de son activité? Le groupe Salin, il a évolué, puisque vu que j'y suis rentré en 1978, donc il y a quand même eu des évolutions. Mais bon, la base c'est toujours le même, c'est toujours de faire du sel et de le conditionner et puis de l'expédier. Bon, moi c'était plutôt, même si je me suis toujours intéressé à tout ce qui se passait dans l'entreprise, mais c'était plutôt le sel. Moi je suis, entre parenthèses, un spécialiste du sel parce que j'ai commencé à apprendre ce métier, j'avais 18 ans et ça m'a plu et j'ai vu l'évolution du sel et donc voilà, c'est un métier passionnant, prenant, qui t'absorbe un peu, mais enfin c'est un bon métier, quoi, c'est un bon métier. Et justement, du coup, tu as à la fois une histoire familiale et en même temps dans un grand groupe. C'est pas commun ça quand même. Oui, c'est un grand groupe par sa diversité, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sites, donc c'est moins... Dans différents pays d'ailleurs. Et puis surtout dans plusieurs continents aussi, donc plusieurs pays, l'Espagne, la Tunisie, le Sénégal, aussi le nord de la France. Mais c'est un grand groupe, oui, c'est un grand groupe, mais c'est pas grand comme s'il y avait une seule usine avec un seul lieu, c'est des petites structures. Bon, on est quand même 150, 160 à travailler ici, donc c'est un groupe important, quoi. Mais ça, puis moi je travaille dehors, donc tu as moins la pression d'un grand groupe, quoi, parce que tu travailles dehors, tu circules sur le Salin, tu rencontres
plus d'animaux ou d'oiseaux que de personnes. Mais bon, ça va, c'est quand même c'est pas mal. Écoute, je te propose qu'on poursuive l'interview dans ta voiture. C'est la première fois que je vais faire ça, mais on a fait beaucoup de routes. Tu nous as fait faire tout le tour des Salins. Ouais. Et pour qu'on parle de l'histoire du sel en Camargue et du métier de saunier quand même. Ouais, on a vu quand même une petite partie. C'est très très grand. On n'aurait pas le temps de voir tout ça. ça. La superficie de Paris, il paraît. Ouais, c'est un peu moins maintenant. C'est 7-8 000 hectares. Donc ça fait Paris intramuros, on peut dire. Ben écoute, tu vas nous raconter tout ça de suite. Hein. Bon, ben Luc, nous voilà dans ta voiture, dans le pick-up. C'est la première fois que j'enregistre dans une voiture. C'est un peu un reportage sur les agriculteurs. Exactement. Voilà, donc le pick-up va très bien. La prochaine fois, je ferai un tracteur. Un tracteur. Alors, est-ce que j'aimerais bien parler avec toi de l'histoire du sel en Camargue. Pourquoi il y a du sel dans cette région? Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est que le sel est arrivé ici avant l'homme. C'est-à-dire qu'on avait ce qu'on appelle maintenant des tsunamis. La Méditerranée, c'est une mer qui bouge quand même l'hiver. Elle rentrait dans les terres, elle effaçait le cordon dunaire au mois de novembre, décembre. Et puis après, au mois de février, mars, quand le Mistral commence à se lever, ça repoussait l'eau en mer, ça reformait le cordon dunaire, il s'emprisonnait de l'eau de mer dans les étangs. Et quand on avait le processus d'évaporation qui s'enclenchait, c'est-à-dire au printemps, mars, avril, quand le printemps de chez nous comme on appelle, mars, avril, mai, ça concentrait ces eaux et au mois de juin, juillet, on avait du sel. Alors les Romains sont arrivés, ils ont découvert ce sel, ils l'ont exploité. Et après, les Français ont découvert ce sel, ils l'ont exploité aussi. Et la grosse différence que l'on a eue par rapport au fait qu'il se fasse en bordure de mer, c'est que nous, le métier, on a approché le sel du conditionnement. Parce que le sel, ce n'est pas un produit très intéressant à transporter en termes de valeur ajoutée, mais c'est intéressant à conditionner. Donc on l'a amené plus proche de l'unité de conditionnement en le faisant circuler par des canaux, des étangs, au début de l'ère de l'électricité, des stations de pompage, parce que c'est une chose, c'est qu'avant il n'y avait que le vent, il n'y a pas de dénivelé ici, donc il n'y avait que le vent qui faisait qu'on pouvait faire avancer de l'eau. Et après on a créé des stations. Quand je dis on, c'est les gens qui faisaient ce métier, évidemment. Oui, ça s'est fait sur des générations. Voilà. Et donc on a créé cette avancée des eaux, ce mouvement des eaux, pour amener la fabrication du sel sur les tables salantes, qui sont pas très loin, qui sont entre en bordure et 3 km de l'unité de conditionnement. Oui, parce que en fait, la Camargue finalement est coincée entre deux bras du Rhône, plus la mer. Et donc, il y a eu un travail de l'homme sur des générations pour pouvoir cultiver le sel notamment, mais aussi faire de l'élevage, du riz. Mais c'est vrai que la diversité de la Camargue en matière d'agriculture, parce que nous, on est des agriculteurs de la mer, il y a les agriculteurs de la terre, nous on est les agriculteurs de la mer. Voilà, on fait beaucoup de choses dans la région. On fait de l'élevage, on fait de la vache domestique, on fait du riz, on fait du blé, on fait beaucoup de choses dans la Camargue. Sur une terre qui était à l'origine très très hostile. Plus encore une fois, les eaux douces, eaux salées se battent. Toujours, on fait de la vigne et c'est bien d'en parler parce qu'on rencontre des problèmes à l'heure actuelle avec la vigne. Notamment le remonté de sel, c'est compliqué pour tout le monde, pour tous ceux qui font de la vigne. Mais voilà, c'est une région un peu compliquée, parce qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de tout ça, mais on arrive quand même à faire des choses sympas dessus. Et alors, le fait d'avoir cultivé le sel, ça a profondément modifié le territoire, et ça c'est profondément ancré avec l'histoire de la ville qu'on a en face. d'Aigues-Mortes aussi, je voyais que ça voulait dire eau stagnante. Alors, je ne sais pas si ça je pense que le Salin était là avant, enfin, pas le Salin, mais l'eau salée était là avant la ville. Donc, c'est la ville qui s'est plutôt habituée au Salin. Et c'est vrai que la ville en évoluant, et le Salin en évoluant aussi, c'est un schéma qui se suit, tout ça, parce que les employés, la main-d'œuvre était à côté du Salin, à une époque où se déplacer pour aller travailler, personne n'en parlait. Il y avait 1% des Français qui se déplaçaient pour aller travailler. Sinon, tout le reste, ils travaillaient autour.
Mais c'est vrai que les gens qui se sont élevés, qui ont vécu, ben, le salin, c'était quand même quelque chose de très important, et c'est toujours quand même quelque chose de très important. Beaucoup de gens qui travaillent sur le salin sont originaires, ou leurs grands-parents sont originaires du village. Et ça enrichit la ville, puisque tu le disais, c'était une denrée qui était rare, qui permettait de conserver les aliments, qui avait Oui, beaucoup de valeur. ça a enrichi la ville, ça a permis puis les bateaux de pêche venaient chercher du sel. Je crois que le commerce de la morue aussi a été lié au commerce du sel, et ainsi de suite, quoi. C'est toujours quand il y a quand il y a quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est exceptionnel le sel quand même. Maintenant on le banalise, mais c'est exceptionnel. Mais quand il y a un truc exceptionnel, et encore, nous on le voit encore plus maintenant, c'est-à-dire que les gens depuis 20 ans découvrent ce que c'est que le sel. Et il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ça parle, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, mais au début, c'est joli, c'est rose, c'est grand, mais les gens ne pensaient pas que tu passes en bordure d'Aigues Mortes et la mer est à 7 km, et c'est la nature, d'Aigues Mortes à la mer, c'est la nature, quoi. Et alors, en quoi consiste le métier de saunier? Je disais que vous étiez des agriculteurs de la mer. C'est quoi ton quotidien en tant que saunier? Voilà, c'est une grosse surveillance de nos étangs. Il faut dire qu'il y a des étangs qui font 250 hectares, des étangs qui font 400 hectares. Donc avec le vent, avec tout ça, c'est une grosse surveillance de nos étangs, parce que c'est notre richesse, ça, les réserves, c'est notre richesse. Et l'été, alors après, c'est un peu le côté pointu, le côté que tu apprends quand tu débutes ton métier, où il faut être très pointu, parce que c'est toujours facile de faire du sel. On ne se rend pas compte, mais c'est facile. Le plus compliqué, c'est de le faire au bon endroit. Et ça revient à ce que je disais au début, c'est-à-dire que le sel, il faut qu'on le fasse dans les tables salantes, au plus proche de l'usine, pour pas qu'on ait beaucoup de frais de transport, de tout ça. Donc si tu ne fais pas le sel au bon endroit, premièrement, si tu vas trop vite dans ta circulation des eaux, d'étang en étang, si tu ne respectes pas ton cahier des charges. Alors quand il fait beau, quand tu as du Mistral à 40 à l'heure avec 30 degrés de température, ça va. Ça va, tu fais circuler tes eaux. Au contraire, il faut aller vite, sinon tu vas tout bloquer, le sel va se déposer partout. Mais si du jour au lendemain, comme ça peut arriver, tu passes sur un vent d'est et que tu continues à garder les mêmes réglages, quand tu vas arriver à l'endroit où ton eau est saturée, pour mettre sur des tables salantes, c'est-à-dire pour là où tu vas fabriquer ton sel, eh bien, ton eau n'est pas saturée. Donc, si elle n'est pas saturée, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras pas alimenter les tables salantes, ou si tu les alimentes, tu vas fondre le sel que tu as fait déjà. C'est là qu'il faut être très pointu. Moi, je dis toujours, la nature, elle fait 95% du travail. Mais les 5% que moi, mes copains d'Aigues Mortes, les copains de partout, c'est 5%. Et si on n'est pas pointu, eh bien, on ne fera pas du sel. Tu dis que c'est facile, mais quand même qu'on comprenne bien, vous avez creusé sur plusieurs générations des canaux pour alimenter tout ça. Vous pompez l'eau de la mer. Bien, disons tu peux nous raconter ce processus? Alors, on va commencer. Alors, il y a toujours une histoire de saisonnalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas pomper au mois de novembre, au mois de décembre, au mois de janvier. On va pomper quand la climatologie va changer. C'est-à-dire qu'on a une climatologie d'hiver ici et une climatologie d'été. À partir de mi-février, fin février, mi-mars, on va avoir un phénomène qui va s'inverser, c'est-à-dire qu'on aura eu des pluies d'hiver, et là on va passer sur un régime de nord, comme disaient les météorologues. Là, on va commencer à préparer notre salin à la production. C'est-à-dire qu'on va commencer à étaler nos réserves. Pour faire une bonne quantité de sel, il faut commencer à le faire entre fin avril et mi-mai. La densité de la mer, la concentration en sel, à cette époque, quand on est sur un temps de nord ou de ouest, et qu'on a une mer Méditerranée qui est à 18-20 degrés, elle va avoir 30 grammes de sel par litre d'eau. Ces 30 grammes vont nous permettre de commencer à pomper en mer, et on va faire circuler cette eau. On va la faire circuler pendant 4 mois. Une fois qu'elle sera arrivée en bout de circuit 4 mois, elle sera concentrée en sel. C'est pour ça que si au départ on pompe en mer une eau qui est moins concentrée en sel que 30 grammes, qui est à 25 ou 20 grammes, en début juillet, elle ne sera pas concentrée en sel. Donc c'est très important. Et ensuite, donc, arrive le mi-mars, tu nous le disais, donc là vous pompez l'eau de mer, la nouvelle eau de mer que vous injectez. Voilà, ouais. On la fait circuler, elle va faire 60 km, 3 mois et demi, 4 mois, ça dépend de la climato, et elle va arriver saturée en sel, prête à mettre dans les tables salantes. Et alors par quel processus elle arrive? Je voyais qu'il y avait des partellements ou en fait... Alors c'est au départ,
sur à peu près 2000 hectares. Ce sont des grands partennements parce qu'il faut pomper beaucoup de volume d'eau. Des partellements, c'est des bassins. C'est des bassins, voilà, c'est des bassins. Ce sont des grands étangs et on les remplit, Et l'important par rapport à ce que je disais, c'est que si le vent tourne au sud ou à l'est 15 jours après, on peut s'arrêter de pomper. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pomper de l'eau qui est moins de 30 grammes de sel par litre. Voilà. Parce qu'en fait, ces vents-là, ils amènent de l'eau du Rhône. Entre autres, et puis ils amènent aussi des eaux plus ou moins douces qui naviguent en Méditerranée. Et la Méditerranée n'est pas salée partout pareil. Il y a des endroits qu'elle est beaucoup plus salée du côté de l'Afrique du Nord, mais plus côté Libye, tout ça. Et des endroits qu'elle est moins salée. Donc l'essentiel, c'est de... Puis il y a un contrôle aussi sur tous les matins. Du moment qu'on commence à faire ce qu'on appelle nous la mise en eau, il y aura toujours quelqu'un qui va passer n'importe quel jour de la semaine, du mois, que ce qui soit férié, pas férié, samedi, pas samedi, il y a toujours quelqu'un qui passe le matin. Et du coup, alors, elle passe d'étang en étang et en fait, elle se filtre petit à petit. Alors, elle passe d'étang en étang, elle se concentre. Il faut bien, comme je disais, on est le plat pays. Il arrive à un moment où l'eau ne court plus. Et comme par miracle, il y a une session de pompage parce qu'on est sur un métier qui dure quand même depuis 200 ans dans sa fonction moderne, on va dire. Hein. Et donc 150 ans, et donc il y a une station de pompage qui va reprendre de l'eau et qui va la remonter, les systèmes de l'écluse, pour arriver aux tables salantes où là elle est prête à mettre dans nos cristallisoires. Et là aussi il y a le soleil et le mistral qui font évaporer l'eau et qui font que petit à petit l'eau se concentre très fort en sel. Plus il évapore l'eau, la nature est bien faite, hein, plus il évapore l'eau et plus le sel est concentré à l'intérieur. On en rajoute régulièrement, bien sûr beaucoup quand on est sur du nord ou de l'ouest avec des bonnes chaleurs, moins quand on est sur des vents d'est avec de l'humidité, jusqu'à arriver pratiquement des fois à arrêter le partennement parce qu'on estime qu'on va trop vite, malgré le fait de réduire, on va trop vite, donc on arrête, on attend que la climatologie soit favorable et on reprend. Et donc ensuite arrive la récolte autour de mi-juillet. Ça, c'est la grande inquiétude, même si on triche parce qu'on surveille quand même nos épaisseurs de sel. Et c'est là un peu la consécration du métier parce que nous, on sait à peu près quand on prend la sonde si le sel est de qualité, c'est quand même le but du jeu. Hein. On sait que s'il est de qualité, s'il a de la cohésion, c'est-à-dire s'il est dur, il faut qu'il soit dur. Et on sait l'épaisseur qu'il y a. Quoi. Donc quand on découvre la table salante et qu'on vérifie l'épaisseur, on fait un peu les étonner. Oh, c'est bien, on a bien travaillé, mais on sait qu'on a bien travaillé. Quoi. Et du coup, la récolte, elle dure combien de temps? Un mois à peu près? Alors je vais faire une réponse, ça dépend de l'épaisseur. Si l'épaisseur est... Parce qu'on n'a jamais la même épaisseur. Quoi. On peut avoir les mauvaises années, 5-6 cm de sel, parce qu'on a eu un printemps pourri, il a plu, machin, tout ça. Et on peut avoir 14 cm. Donc en fonction de l'épaisseur, la récolte dure de fin août à début octobre. Et vous embauchez beaucoup de saisonniers pour ça? Les enfants du pays viennent travailler l'été? Alors tous les enfants du pays, à un moment donné, les 90% des enfants de ce carré-là, plus de la banlieue, Ils nous montrent Aigues-Mortes. On travaillait un peu ici, quoi. Que ce soit un emploi saisonnier pour ceux qui étaient à la fac, parce qu'ils ne reprenaient que début octobre pour la récolte, que ce soit un saisonnier juillet-août, parce que moi, pendant longtemps, à la récolte de fer de sel, j'ai privilégié les enfants de mes amis, de mes copains, des employés, de tout ça, vu que je faisais le casting. Et puis ils étaient à 5 minutes du village, donc quand ils venaient travailler le matin, ils pouvaient se permettre de se lever à 6h moins 20 pour être au bureau à 6h moins 5. Et tu nous parlais de bonnes, de mauvaises années. Un des ennemis jurés pour la production du sel, c'est l'eau de pluie. C'est l'eau de pluie, voilà. Parce que c'est de l'eau douce et que ça dilue finalement la concentration. Alors on essaie quand même dans notre métier, la base de notre métier, c'est d'éviter que l'eau de pluie dilue le sel. C'est de le défendre, ce qu'on appelle nous dans notre jargon le défendre. Le défendre, c'est que quand il pleut ici, comme je dis, on est le plat pays, donc ça tombe et nous on l'évacue. Mais voilà, après il faut intervenir et la pluie, elle ne choisit pas le moment pour tomber. Hein. Elle va tomber la nuit, le dimanche. À 11h du soir, le samedi, le dimanche, le 14 juillet, le 15 août. Voilà, c'est comme ça, c'est le métier.
Et du coup, je sais pas si ça s'est bien senti, mais vous avez vraiment un métier. Bon, les agriculteurs jouent avec la nature et les éléments, mais le saunier quand même particulièrement, puisque là tu nous racontais que l'eau de pluie quand elle tombe, donc il faut, en fait, donc l'eau douce pèse moins que l'eau salée, donc elle remonte en surface. Ouais, elle reste à peu près 3-4 heures en surface. Ouais. Donc il faut absolument que vous l'évacuiez. En fonction du sens du vent, vous ouvrez un côté du cristallisoire. Du cristallisoire, opposé au vent. On peut appeler un champ d'eau en fait. Ouais, un champ d'eau. Ouais. Donc le côté du champ ou l'autre. Et il y a vraiment cette dimension de jouer avec les éléments et la nature. Jouer, oui, ça peut être le mot. C'est surtout s'adapter à. Mais des fois, on a des surprises quand même, parce que la nature, des fois, est changeante. Donc, mais en général, dans 98% du temps, 95% du temps, quand on a un orage ici, un vrai orage, pas 20 mm, 20 mm, c'est pas un orage, hein. Ça arrose les géraniums. Mais 50, 100 mm en été, d'ailleurs, on va avoir du Mistral. Donc, à 2 h du matin, avant, alors, il y a eu quand même une chose qui a évolué, c'est que maintenant, il y a des portables. Et ça, c'est bien, ça, parce que les portables, avant, tu attendais le coup de téléphone du mec de permanence dans ta salle à manger en bas, près de ton fixe. Alors que maintenant, quand même, celui qui est de permanence, il peut être au lit avec son téléphone à côté. Si c'est le samedi, il peut surveiller ses enfants aussi en même temps, s'ils sont sortis, savoir quand ils sont rentrés. Mais voilà, c'est important parce que le mec, il est sur le terrain, il fait le tour des pluviomètres. Bon, là, il a plus 50 mm, on va alléger, quoi. Il prend son portable, allô, il sait qu'il travaille, appelle un tel, voilà. Mais on essaie quand même en fonction des... Quand c'est une petite pluie, pour nous, une petite pluie, c'est 50-80 mm. On vient tous, on fait ce qu'on a à faire, puis une partie repart se coucher, une partie reste, surveille. Bon, après, sur des petites pluies, si on intervient à 40 mm, par exemple, parce qu'on a décidé d'intervenir à 40 mm, on ne vient pas tous, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut durer des fois, reprendre le lendemain, et l'être humain a besoin de dormir quand même. Et j'aimerais bien du coup maintenant passer sur la partie du produit fini. Ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est Magali qui te demande quelle est la différence entre le gros sel et le sel fin. Au départ, on ne fait que du gros sel. La récolte, c'est que du gros sel. Après, on a un gros panel nous, de sel sur aigues mortes depuis toujours. On fait du gros sel séché, on le sèche artificiellement. Ce sel, quand il est séché, ce gros sel, il peut être broyé pour faire du sel fin. Ça permet, par exemple, de le mettre dans les boîtes verseuses que tout le monde connaît de la baleine, ces boîtes verseuses qui passent par la petite étoile. Et comme le sel, c'est quand même un produit vivant, il faut bien se dire une chose, c'est que le sel, ça évolue en fonction de la climato. Quand il y a du Mistral, un vent de terre, on va avoir le sel va être sec. Quand on a du vent du sud, un vent de mer, le sel va être humide. Donc on y met un produit alimentaire à l'intérieur qui va permettre que ce sel ne soit pas humide et continue à couler autour de la petite étoile de la boîte verseuse. Et après, il y a aussi le sel qui est à destinée industrielle qui est utilisé plutôt pas pour l'alimentation en tout cas. Oui, on a une petite partie de notre production. On a 2 petites parties de notre production. Sur 200 000 tonnes, on fait à peu près 5-6 000 tonnes de sel chimie, ce qu'on appelle nous sel chimie. C'est des clients qui nous prennent ça pour séparer le NaD du Cl, pour faire du chlore. Voilà, c'est une production qui existe pour faire du plastique et tout ça. Et puis on se doit aussi en termes de déneigement, même si on n'en fait pas beaucoup, parce que dans le sud de la France, c'est Salins de Giraud qui le fait. On fait un peu de sel de déneigement parce qu'on est à 14 km de l'autoroute. Donc on a toujours un tampon de 10 000 tonnes de sel de déneigement, de viabilité des routes, qui va nous servir à dégager la route entre Aigues-Mortes et Galargues, et surtout que les gens de la Lozère, du haut de l'Hérault ne soient pas obligés d'aller courir à Salins de Giraud alors qu'ils ont un salin ici. Donc on fournit quelques DDE en sel de déneigement, mais ce n'est pas la fonction première du site. Et pour finir, et ça m'amène à la minute économie du podcast, on a la fleur de sel. Je voyais que le sel fin du groupe Saléen avec la marque Baleine était vendu autour d'€1 le kilo, on va dire, plus ou moins. Et quand la fleur de sel, on la retrouve à 24 € le kilo en grande surface. Qu'est-ce qui justifie cette différence? C'est le chef. Non, je rigole. La fleur de sel, c'est une récolte manuelle. Mais la fleur de sel, contrairement au cristal de sel, d'abord, ce n'est pas du tout le même cristal. La fleur de sel, c'est un flocon de neige. Et le cristal de sel, c'est quelque chose de costaud,
qui a des angles droits, durs et tout. Et la fleur de sel, elle n'aime pas être manipulée. Elle n'aime pas qu'on la bouge trop, elle n'aime pas que... Donc, le compromis qu'on a trouvé, c'est de la faire ramasser à la pelle à main, la faire mettre sur des clayettes, la mettre dans des big bags et s'en occuper comme la prunelle de nos yeux. Parce que c'est très important, tout à la main. C'est quelque chose à respecter, c'est un produit qui doit être très respecté. Et si un jour il y a des farfelus qui s'amusent à la ramasser mécaniquement, on verra la différence de suite, quoi. Mais nous, on ne le fera pas en tout cas. Hein. Et alors que le sel-fin, lui, est ramassé avec des machines par contre. Les sel-fin, c'est dans le cadre des 200 000 tonnes, ou ça dépend de l'année, ou 150 ou 180. Et ça serait difficile de le ramasser à la main pour en faire. Voilà, c'est compliqué, quoi. Et comment se produit la fleur de sel? Quelle est la différence de production entre le sel-fin, enfin le sel qu'on connaît d'alimentation classique, et la fleur de sel? Ben, déjà au départ, il y a en termes de magnésium, il y a une grosse différence entre le sel traditionnel et la fleur de sel traditionnelle, c'est que le magnésium est beaucoup plus important dans la fleur de sel. Et le magnésium a tendance à désolidariser le sel, c'est ce qui est important pour nous parce que cette fleur de sel, il ne faut pas qu'elle se reprenne en masse. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de magnésium dedans... et dans l'eau, du coup, il y a la fleur. Dans l'eau, voilà. Et ça aide à la cristallisation, tout simplement parce qu'elle est très légère. Donc elle est très légère et elle va rester en surface du cristallisoire. Alors que le sel lui-même, dès que l'eau est saturée en sel, le sel il précipite au fond du cristallisoire. Et la fleur de sel, elle va rester en surface et elle va venir toujours se mettre en bordure du cristallisoire parce que toujours est et sud, parce que notre vent dominant à nous ici, c'est au matin, au petit matin, on commence à ramasser, c'est 6h15, c'est toujours l'ouest et tramontane et mistral, ouest et nord. Voilà. Donc ce frappage entre, alors des fois ça fait beaucoup rire les gens parce que entre la relative fraîcheur de la nuit, même quand il fait 27-28 degrés à Aigues-Mortes, et la grosse chaleur de la journée, 40. Donc on a un frappage, cette fleur de sel va apparaître en surface et va s'approcher du cristallisoire et elle sera ramassée par mes collaborateurs. Et du coup, il y a certains bassins où vous favorisez l'apparition de ce magnésium pour créer cette fleur de sel. Ouais, on pourrait en ramasser partout, mais on a un gros avantage d'avoir une grande table salante où on va la consacrer toute l'année à ça, c'est-à-dire garder nos saumures l'hiver, y faire une récolte l'été, en sachant que la grosse partie de la récolte de fleur de sel dans la journée, c'est entre 6h15 du matin et 10h30. Parce qu'après, à 10h30, il commence à faire 30, 35. On est moins productif. Ça tape sur la... Puis bon, on ne va pas les tuer non plus. Hein. Non, c'est pas le but. C'est compliqué. Et c'est là dans mon rôle de responsable, ce qui était mon rôle de responsable de fleur de sel, c'est de récolte. C'est là le plus difficile à surveiller parce que voilà, il faut qu'il garde la casquette, il faut qu'il boive beaucoup d'eau, de l'eau, et pour bien s'hydrater, pour pouvoir bosser normalement, quoi. Et on entend souvent que le sel n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Il ne faut pas trop en manger. Mais moi, je ne sais pas si on me verra à l'écran, mais j'ai 74 ans, 42 ans d'entreprise. Non, c'est comme tout. Et l'abus en lui-même, qu'il soit du sel, du sucre, de l'alcool, de la nourriture, du travail, voilà, après il faut se gérer, quoi. En plus, la fleur de sel, c'est plus facile parce que tout simplement, c'est pas un sel pour saler. Par exemple, quand on fait un plat, et comme le sel à la fleur de sel, c'est un sel d'après-cuisson, on ne cuit pas la fleur de sel, ça ne sert à rien. La fleur de sel, c'est important parce que c'est quand on va la mettre en bouche. Alors on n'est pas obligé d'utiliser une côte de bœuf. Hein. On peut prendre des petites côtes d'agneau, du poisson, une petite pomme de terre des sables, voilà. Une carotte, une tomate. Et pas une tomate de janvier. Hein. Tu peux y mettre ce que tu veux, la tomate de janvier. Hein. Mais une tomate de juillet, là, du jardin, tu mets la fleur de sel dessus. Et c'est là qu'on sent le goût, parce que quand tu vas la croquer, ce magnésium se dégage. Voilà, c'est là que c'est important, la fleur de sel. On l'appelle le caviar de la Camargue, il paraît. C'est le caviar de la Camargue. C'est moi qui ai donné ce nom. Je le revendique. Tu fais du marketing, non? Un peu, ouais. Et ben, je vais maintenant passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui te rend fier à toi de t'être investi autant de temps en tant que saunier pour la production de sel? Ben, je sais pas, tu le fais naturellement, quoi. Je veux dire, moi, je viens d'une famille d'ouvriers, mon père était postier, tu travailles parce qu'il faut travailler. Et après, c'est sûr que, voilà, même si
Et je sais ce que c'est qu'une grande ville. Hein. Je suis déjà allé dans une grande ville, je suis allé dans des régions peuplées. Même si c'est vrai que, comme je dis, le bureau, il est pas mal, quoi. Voilà. Tu es C'est sûr que là, dehors, c'est magnifique. voilà, tu es dehors, tu vois des choses que les gens ne voient pas. En plus, la nature s'adapte, les animaux s'adaptent à toi. C'est-à-dire que quand tu passes tous les jours à la même heure dans un partennement où les gens ne sont pas passés de la journée, tu as 4 flamands qui filtrent. Ils ne reconnaissent pas si c'est un kangou ou un partenaire, hein, mais ils voient arriver le véhicule, ils ne se lèvent même pas parce que c'est lui qui passe. Voilà, c'est ça. C'est le côté. Puis, bien que je parle beaucoup au micro, mais je n'ai pas un caractère à beaucoup parler. Donc, c'est pas mal. Tu roules, tu observes. À des époques, tu vois passer un cochon avec des marcassins, tu vois passer des canards, des cygnes, voilà. Même si ce n'est pas trop l'oiseau emblématique de la région, mais il y en a. Mais c'est intéressant, tu évolues, tu vois la nature, tu vois les choses. Voilà. Faut être un grand sentimental pour être saunier. Je vois ça. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu aurais un truc pour étaler notre science au prochain repas entre amis à nous donner? Ah ben là, si tu veux faire impression, tu n'as qu'à dire. Alors, tu expliques un petit peu d'où ça vient au départ, les Romains qui ont créé le salin, qui ont récupéré le sel, tout ça. Et c'était des légionnaires qui surveillaient et tout. Et ils étaient payés en sel. Et le fait de payer en sel, le mot salaire vient du mot sel. D'accord. Voilà, Okay. c'est tout simple, mais voilà, c'est comme ça. Parfait, oui, parce qu'il avait beaucoup de valeur, parce qu'il permettait de conserver les aliments à l'époque. Il n'y avait pas de frigo, hein, et encore moins de frigo Un temps américain. qu'on n'a pas connu. Voilà, moi je l'ai connu un peu, bon, au début. Non, il salait tout. Voilà. Et ma dernière question, c'est où c'est qu'on peut te contacter ou alors commander du sel de Camargue, en savoir plus sur la marque du groupe Salaire. Bon, déjà, que ce soit de la marque Baleine ou du saunier de Camargue, qui est un peu l'enfant de la baleine, le saunier de Camargue, il y en a partout. S'il y a dans les supermarchés, dans des magasins spécialisés, il y en a de partout. Et si vous allez dans un supermarché où il n'y a pas de sel de Camargue, ben vous n'y allez plus. Hein. Voilà, vous allez dans un supermarché où il y a du sel de Camargue. Parfait. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Luc pour ton temps, pour la promenade et de nous avoir partagé ton savoir-faire. Merci à toi, hein. Mais c'est pas une promenade, à travailler. Hein. Oui, on travaille dur là. Alors, ça donne une mauvaise image de mon travail, une promenade. Ah, c'est vrai que vous êtes bronzé, vous promenez toute la journée. Moi, je suis en vacances là. Non, mais moi je parlais. Allez, à bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.